Donc Rivals c'est un jeu de Battle Royale et de deck building. Donc Battle Royale, vous avez le plateau au milieu, vous arrivez sur une des 6 zones découvertes et il faut réussir tant bien que mal à améliorer son deck en récupérant des ressources et des nouvelles cartes pour essayer d'être le dernier joueur en vie. Comment ça va se passer? Vous allez donc arriver sur ce plateau et le jeu se déroule en plusieurs manches et dans chaque manche on va faire 2 tours de table où chacun des joueurs va avoir droit à 2 points d'action. Les 2 points d'action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on a des petites cartes d'aide à côté. On va avoir la possibilité de jouer des cartes, ça on va en parler après, et on va avoir des actions qui sont à jouer sur le plateau. Donc l'exploration pour commencer, qui est gratuite. Au début on arrive sur une case, donc alors point important déjà, là comme on peut le voir on a une tuile qui correspond à 3 hexagones. Et du coup on peut se poser sur n'importe lequel des 3 hexagones, chaque hexagone étant une case. Ensuite, donc comme je disais, on a la possibilité d'explorer. L'exploration, ça va permettre de révéler des tuiles adjacentes à la case sur laquelle on est. Donc la tuile, c'est les 3 hexagones et la case, c'est un des hexagones. Donc si je suis ici que j'ai choisi d'explorer, déjà ça ne me coûte pas de points d'action et je vais pouvoir retourner face visible les 2 tuiles qui sont à côté. Ensuite, on va pouvoir se déplacer. Quand on se déplace, ça coûte un point d'action et on peut avancer jusqu'à 2 cases. Donc tout simple, hein, je me déplace de 1. J'étais là, je me déplace 1, 2. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si je veux me déplacer, alors si je suis ici que je me déplace, j'avance de 1. Et je suis obligé de m'arrêter, il faut que je termine mon action de déplacement pour pouvoir à nouveau explorer, donc je devrais repayer pour me déplacer à nouveau. On va avoir ensuite une action de récolte. Alors dans Rivals, le système de récolte, alors je précise un petit truc sur le déplacement, là on a des lacs, les lacs sont des cases qui sont infranchissables, donc on peut pas passer à travers avec un déplacement classique. Et petit détail, si vous vous faites pousser dedans, vous perdez 2 points de vie immédiatement. En ce qui concerne la récolte, on va récupérer les ressources correspondant aux 3 cases d'un seul coup. Donc, si je suis ici, par exemple, sur cette tuile là, j'ai donc les cristaux qui vont permettre de récupérer des cristaux. Et, on a les forêts qui permettent de récupérer de la résine, donc ces deux là sont les ressources du jeu. Vous avez les observatoires qui permettent de récupérer de l'anticipation, c'est la ressource de défense pour avoir des pics pour augmenter le nombre de dés qui vont vous permettre de vous défendre en gros, et l'interface qui permet du coup de récupérer des nouvelles cartes que vous allez pouvoir ajouter. Quand je récolte, donc comme je disais, je récupère toutes les ressources de la tuile. Donc si je récolte en étant ici, je vais récupérer, pour les ressources c'est tout le temps pareil, que ce soit de la résine ou des cristaux. Si s'il y en a sur la tuile, je récupère une unité. Donc là, une case cristal, je récupère une unité. Ensuite, quand on a les cases interface, on va pouvoir récupérer 2 cartes. Soit je prends les 2 qui sont visibles, j'en prends une ou 0 que je mets dans ma main. Les cartes importantes, elles viennent directement dans la main, ils peuvent être joués pendant le tour en cours ou le deuxième tour de la manche. Donc soit je prends une des 2 cartes qui est visible, soit je prends les 2 du dessus et même chose, j'en choisis une parmi les 2 ou 0 et je la mets dans ma main si ça m'intéresse. L'observatoire, je vais pouvoir payer autant de fois n'importe quelle combinaison de 2 ressources, identiques ou non du coup, pour obtenir de l'anticipation. Donc là, comme on peut voir, Horus il a des jetons d'anticipation qu'on va pouvoir mettre directement dans les slots. Il y a 3 slots maximum. Tant que j'ai de la place, je peux en payer pour en récupérer. Et voilà, la même chose, hein, comme je disais tout à l'heure, si j'avais récolté ici, j'aurais eu de la résine, donc la petite ressource jaune à la place. Point important, le placement donc, sur la tuile est intéressant, parce que en fonction de la case où vous vous trouvez, vous allez avoir un bonus. Quand c'est un bonus de récolte, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vais avoir un bonus, je vais récupérer non pas une ressource, mais 3 ressources si je suis sur la case de la ressource. Que ce soit les cristaux ou la résine, en étant sur la forêt, ça fonctionne de la même manière. Donc avantage de récolte en nombre de ressources. Pour l'anticipation, enfin les observatoires qui permettent de récupérer l'anticipation, quand je suis dessus, le premier jeton il est gratuit. Ensuite, si je veux, j'ai la possibilité toujours de dépenser 2 ressources, n'importe quelle combinaison pour avoir plus de jetons, mais le premier est gratuit. Et l'interface, on va avoir la possibilité de récupérer cette fois-ci 4 cartes, donc il y a 2 possibilités, soit je prends les 2 qui sont visibles et 2 du dessus, soit je prends les 4 du dessus.
Une fois que j'ai les cartes en main et que je peux regarder ce que j'ai à ma disposition, je peux en choisir d'en garder 2, une ou ne pas en garder. Voilà, donc ça c'est pour la récolte. Point important après la récolte, dès qu'on récolte, un jeton sécheresse arrive sur la tuile. À partir du moment où plutôt tant qu'une tuile est en sécheresse, qu'elle soit face désert ou face repousse, on ne peut plus récolter dessus, ce qui va forcer les joueurs à se déplacer et ce qui va créer du mouvement sur la carte. Globalement, on va parler ensuite des ressources, à quoi ça sert. Les cartes c'est pas compliqué, hein, tout simplement vous allez améliorer votre deck, récupérer des cartes plus puissantes que ce que vous allez avoir au départ, on reviendra sur les cartes tout à l'heure. L'anticipation, hein, tout simple évidemment, se protéger comme je disais tout à l'heure. Les ressources, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors là, on voit peut-être pas très bien sur la carte d'aide tout de suite, mais on a la possibilité de dépenser 2 résines. La résine, ça permet de créer des boucliers. Donc les boucliers, c'est ce que vous avez à côté de votre personnage ici, comme indiqué dessus. Je paye 2 résines, je mets un bouclier sous mes pieds. Donc alors du coup, hop, j'étais ici, il vient sous mes pieds et je suis protégé. Donc évidemment j'ai pas le bon bouclier pour le personnage actuel, mais c'est pas le sujet. À quoi ça sert un bouclier? Ça bloque la première salve d'attaque physique qui va arriver sur nous par la suite. Il y a plusieurs types d'attaques dans Rivals, et il y a des attaques qui ont des salves, donc plusieurs tirs différents. La première fois qu'on est attaqué, ça nous permet de bloquer totalement, quel que soit le nombre de dégâts, que ce soit 1 ou 6, il n'y a pas de problème, le bouclier encaisse tous les dégâts. Vous pouvez avoir 2 boucliers maximum, et si jamais vous en voulez un troisième, il faut remplacer un des 2 présents sur la carte. Point important avec les boucliers, si je suis dedans, je suis protégé. Alors on va faire l'exemple avec Kika parce que ce sera plus simple, j'aurai la bonne couleur avec. Donc là, je suis sur un bouclier de ma couleur. Quand je suis à l'intérieur, je peux tirer vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Là, le bouclier n'est pas de la couleur quand Gaelis décide d'attaquer sur Kika, et donc du coup, le bouclier bloque son attaque physique. Si jamais on est dans un cas un peu différent, où par exemple Gaelis se retrouverait ici, admettons, on va faire un cas comme ça, ce serait plus logique. Là, Kika est sorti de son bouclier. Si Gaelis décide de tirer sur Kika, le bouclier bloque toujours la ligne de vue. Par contre, Kika, elle, c'est son propre bouclier, donc elle a le droit de tirer à travers. Donc on a le droit de poser des boucliers en anticipation pour se créer des petits pylônes de protection autour desquels on va pouvoir se déplacer pour rester protégé des autres. Petit détail supplémentaire, un joueur ennemi peut décider de rentrer à l'intérieur d'un bouclier adverse. Son déplacement lui coûte ces 2 cases, donc il faut forcément être sur la case adjacente au bouclier pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'un bouclier ennemi. Et l'avantage, alors si Kika décide toujours d'attaquer Gaelis, c'est son bouclier, c'est sa couleur, donc elle tire toujours à travers, il n'y a pas de problème. Gaelis, elle, vu qu'elle est à l'intérieur, elle peut attaquer vers l'extérieur sans détruire le bouclier. Et si par exemple Pioche était ici, Gaelis, lui, ne pourrait pas taper Gaelis parce que justement le bouclier n'est pas de la couleur de Yosh, donc il est bloqué, enfin ses tirs d'attaque physique sont bloqués. Voilà pour les boucliers. Les cristaux, on va en utiliser 2 pour pouvoir désinstaller des cartes de notre main. Donc il y a le langage dans Rivals, installer c'est, alors même consulter c'est aller regarder des cartes de l'interface. Installer, c'est-à-dire je prends des cartes de l'interface et je les mets directement dans ma main, et désinstaller, c'est l'équivalent d'une purge dans d'autres jeux de deck building, où on va prendre une carte, alors dans Rival c'est soit de la main, soit de la défausse. Si la carte est de la main, on repioche la carte du dessus du deck pour éviter d'être pénalisé, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et elle est retirée définitivement de notre jeu, donc on améliore les probabilités de pioche. C'est assez classique sur du deck building. En plus de ça, donc à part de leur spécificité à chacune des 2, vous pouvez aussi dépenser 5 ressources identiques pour installer un schéma, soit un des 2 visibles, soit le premier de la pioche. Alors les schémas, on n'en a pas encore parlé, c'est des cartes légendaires et uniques qu'on ne peut obtenir que via justement la pile de cartes schéma. Il y en a 24 différents avec des orientations de gameplay, enfin vous aurez plein de possibilités, je ne vais pas trop en dire, vous les découvrirez au fil du temps, donc voilà. Et donc 5 ressources identiques permettent d'acheter un schéma. Et 10 ressources identiques permettent de gagner un point Rivals. Les points Rivals, c'est la petite barre que vous avez sur votre plateau joueur ici, donc en haut à droite, là je zoome dessus, de 0 jusqu'à 5 cases et puis le logo du personnage. Si un joueur dans la partie réussit à atteindre 5 points Rivals, il remporte immédiatement la partie. Les points Rivals, donc comme je disais, on peut les obtenir avec les 10 unités de ressources,
On peut également les avoir quand on élimine un joueur, on en prend 2 d'un coup. Il va y avoir des sponsors qui vont arriver sur le plateau au fil de la partie, et que lorsqu'on récupère un sponsor, on a plusieurs bonus, et notamment on gagne à tous les coups un point Rivals. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir une fin de partie où on évite les longueurs tout simplement. Et il manquait... non, mais c'est bon, les ressources... Si, la dernière chose sur les ressources, faut bien distinguer qu'on a 2 points d'action par tour, mais les ressources ne coûtent pas de points d'action. Donc en fait, ce sont des actions supplémentaires, il faut bien penser qu'on a cette flexibilité avec les ressources. Donc je peux très bien me déplacer, explorer, récolter, et si je sens que je suis en danger, bah, j'ai récupéré 2 unités de résine, je vais pouvoir tout de suite poser un bouclier, éventuellement je peux, si j'ai besoin d'options et que j'ai des cristaux désinstallés pour piocher des cartes, il y a plusieurs possibilités, vous verrez bien au fil de la partie. Donc ça c'est pour tout ce qui est sur le plateau. Alors je vais quand même expliquer le sponsor. Le sponsor, donc à partir de la deuxième manche, il y en a un qui arrive au milieu de la partie, et ensuite vous allez avoir... alors on voit pas bien, je vais zoomer, des petits liserés sur certaines cases qui sont des zones d'atterrissage de sponsors, si on peut dire. À chacune des manches, alors à la deuxième, il y en a un qui arrive au milieu, et à partir de la troisième manche, il y a 2 sponsors maximum qui arrivent par tour sur un des emplacements colorés, donc on vous montrera ça tout à l'heure. Et il peut y avoir maximum 3 sponsors sur le plateau à la fois. Et comme on pouvait le voir tout à l'heure, les sponsors, donc je l'ai dit, hein, ça permet de gagner 1 point Rivals, et au choix, installer un schéma, donc toujours pareil, soit un de ceux visibles, soit celui du dessus de la pioche. Soit on peut désinstaller 2 cartes, de la main ou de la défausse, soit on remplit complètement la jauge d'anticipation. Donc ça permet d'éviter de se retrouver sans cette anticipation. De toute façon, vous allez le voir, hein, un joueur qui n'a pas d'anticipation, c'est une cible prioritaire. Voilà, donc alors petit détail quand même, le sponsor pour pouvoir le récupérer c'est 1 point d'action, et il faut dépenser également un jeton d'anticipation pour pouvoir avoir le droit d'interagir avec. Donc on est sur on avance vers la victoire, mais on se donne une phase de vulnérabilité pour pouvoir avoir le droit d'obtenir ce gros avantage. Voilà, donc là ça c'est tout ce qui concerne la partie plateau, et ensuite vous allez avoir toute la partie carte. Donc de base, on commence avec tous le même jeu, quasiment. On va avoir 3 attaques physiques, le blaster, donc c'est juste une attaque toute simple, hein, je vais revenir en détail dessus après. 2 psy-wave qui sont des attaques mentales, et on a les 2 cartes de notre personnage qui là sont des cartes propres au personnage, forcément avec des petites phases de gameplay. Donc chaque personnage, pour préciser un petit peu, aura à la fois en différence d'un personnage à l'autre, on aura les 2 cartes personnages, hein, forcément, et on aura aussi un ultime qu'on peut retrouver sur le plateau joueur en bas. L'anatomie d'une carte, alors là, si je peux pas vous montrer avec la souris parce que je suis obligé de survoler la carte. Donc en haut à gauche, le 1 dans le losange carré, c'est le coût de la carte en point d'action. Donc si je veux jouer un blaster, ça me coûte 1 point. Donc c'est là que vous commencez à voir que finalement dans le jeu il va falloir jauger si on utilise plutôt nos points d'action sur le plateau, sur les cartes, ou un mélange des deux. En fait ça va être tout ça le bon équilibre à choisir dans le jeu. Au milieu là, les 3 petites balles, c'est le type de carte. En haut à droite dans l'hexagone c'est la portée, donc la portée c'est alors je vais faire l'exemple là, par exemple je suis Kika, si je veux tirer sur Gaelis, 1 hexagone, 2 hexagones, j'arrive à la portée, voilà, donc 0 c'est la cage où je suis, puis après je compte en hexagone. En bas dans le triangle, alors ça on est sur des cartes attaque, donc quand vous avez un triangle qui pointe vers le haut, avec un chiffre à l'intérieur, on est sur les dégâts que ça inflige, donc un blaster infligera 2 dégâts. Et éventuellement dans le petit cadre que vous avez ici vide sur le blaster, il y a un effet, en exemple, la Psy-Wave, vous avez la possibilité que si votre cible perd au moins 1 PV, donc 1 plus PV dans le jeu ça veut dire 1 PV ou plus, vous piochez une carte. Je reviendrai sur le détail du dessous après. Donc là c'est les cartes de votre main, donc voilà, vous allez récupérer des nouvelles cartes avec l'interface, éventuellement avec les schémas. Ce qui est important à savoir, alors sur les cartes, on va tout de suite rentrer dans le détail des cartes, hein. Il y a 3 types de cartes attaque, donc on a déjà vu les physiques, donc le blaster avec les 3 balles. Je vais essayer de vous en montrer, je vais aller en chercher certaines qui sont un petit peu plus explicites pour montrer quelque chose. Voilà, donc par exemple ça c'est très intéressant.
Donc le double blaster par exemple qui lui a un petit détail supplémentaire par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué. À côté du gros triangle de dégâts, on a un petit triangle inversé qui est en x2, donc ça veut dire que ça c'est une attaque physique qui fait 2 salves. Ça veut dire qu'elle va tirer 2 dégâts puis 2 dégâts sur la même cible. Donc là, l'avantage des attaques physiques, c'est que souvent ce seront celles qui vont le plus souvent avoir des salves. Et autre détail important, il y a des cartes mods, donc, dont on va parler après, ce sont des cartes tactiques, qui sont les seules cartes, enfin qui sont des cartes qui ne peuvent être utilisées que sur les attaques de type physique. Les mods sont des augmentations d'attaque, on peut en mettre un ou plusieurs, il n'y a pas de limite, c'est gratuit. Je prends par exemple Horus, donc là on a le petit engrenage qui est le symbole des mods. Si je décide de jouer avec Horus, par exemple, je choisis de prendre un équipement ATX et je lui attache mon double blaster. L'équipement ATX augmente les dégâts de 1, le triangle vers le haut, donc toujours le symbole de dégâts est plus 1 pour indiquer que c'est une augmentation. Et donc du coup, là mon double blaster va faire 3 dégâts 2 fois. Donc l'avantage des cartes physiques, ça va être ça, de pouvoir facilement de pouvoir utiliser les mods et d'avoir assez facilement des salves dessus. L'intérêt des salves, ça permet par exemple de casser un bouclier. Première salve part dedans, deuxième salve va dans le joueur. Donc voilà, ça peut servir pour ce genre de choses notamment. Et puis on profite évidemment beaucoup plus des bonus qu'on peut avoir parce que chaque tir est augmenté. Les attaques mentales ensuite qu'on avait du coup en main. L'avantage des mentales, donc avec le petit logo de cerveau ou réseau de neurones plutôt, ce sont des attaques qui ignorent toutes les lignes de vue, que ce soit les boucliers ou les autres joueurs, parce qu'on ne peut pas tirer à travers un joueur, un autre joueur adverse en tout cas. Et donc elles ignorent les boucliers et les lignes de vue de manière plus globale. Et l'autre avantage qu'elles ont, on a un petit logo avec une carte et une croix à l'intérieur. Si on défausse une carte de notre main au moment où elle est jouée, donc une seule fois, on a le droit de déclencher un bonus. Donc là, si je joue ma Psywave et que je défausse une autre carte de ma main, n'importe laquelle, la Psywave ne fera plus 2 dégâts mais 3 dégâts. Voilà, donc toutes les mentales ont cette petite particularité de si je défausse une carte supplémentaire, j'active quelque chose en plus. Et enfin on a les cartes explosives avec le petit logo de grenade. Alors je vais essayer de vous trouver ça, parfait, c'est ce que je voulais. Comme la grenade à fragmentation, donc là on la voit pas très bien mais c'est un logo d'explosion, enfin voilà une petite étoile. L'avantage des explosifs et des grenades du coup, c'est que ça va affecter toute la tuile. Par exemple si Kika choisit de jouer sa grenade à fragmentation, sur Gaelis, alors on peut même faire on va dire comme ça, juste Gaelis, toute la tuile est touchée, c'est-à-dire le bouclier, Gaelis, et s'il y avait un autre personnage, par exemple le fameux Yoshrod qui était avec nous tout à l'heure, si on était comme ça, la grenade va donc détruire le bouclier de Gaelis, toucher Gaelis et toucher Yoshrod. Gros avantage, en plus les grenades sont gratuites, donc ça permet une vraie ouverture dans la défense des adversaires. Par contre, le problème, si on peut dire, des explosifs, c'est que ce sont des cartes à usage unique. Une fois qu'elles sont jouées, elles sont systématiquement mises dans la défausse, et en contrepartie, le joueur prend la carte du dessus de l'interface qu'il récupère dans sa main. Alors c'est à double tranchant, parfois on va récupérer des bonnes cartes, parfois on va récupérer par exemple une compétence qu'on a déjà, sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir de compétences en double. Je parle des compétences juste après. Donc voilà, 3 types de cartes attaque. Ensuite, on a les cartes tactiques. Carte tactique, donc on a la défense, ça va regrouper tout ce qui est du soin, des constructions de boucliers, ce genre de choses, récupérer de l'anticipation. En gros, c'est des cartes qu'on a le droit de jouer pendant notre tour, voilà, tout simple. Les utilitaires avec les deux clés à molette, croisées, ça va être les seules cartes tactiques, enfin même les seules cartes qu'on a le droit de jouer en dehors de notre tour. Donc dernière carte jouée, première carte résolue, évidemment. Quelqu'un veut m'attaquer, je choisis de jouer une carte utilitaire, c'est ma carte utilitaire qui se résout avant l'attaque. Donc ça vous verrez des utilités différentes au fil des parties éventuellement. Et puis les modes, du coup le petit engrenage, comme on voit avec la flèche, et je l'expliquais tout à l'heure, seules les attaques physiques peuvent utiliser les mods. Et enfin les compétences, donc avec le petit double triangle. C'est le logo que vous allez retrouver sur votre plateau de personnage. Vous allez avoir 3 slots de compétences et 2 possibilités. Soit vous avez des compétences passives, vous les jouez, elles sont immédiatement actives et permanentes. Soit on a des compétences actives. Les compétences actives, je vais en chercher une pour faire l'exemple. Qu'est-ce que je vois comme compétence active? Expert balistique par exemple. Tac. Donc une carte compétence, donc je vais la prendre dans ma main quand je la récupère, comme toutes les cartes. Elle a un coût de 1, donc si je la paye, je la mets sur le slot compétence.
Quand c'est une compétence active, elle arrive tête en bas pour dire qu'elle est inutilisable. Au début de chaque manche, donc des 2 tours complets, elles redeviennent à nouveau disponibles, donc on les remet tête en haut, et elles ont une activation gratuite par manche du coup, une seule fois sur les 2 tours. Donc là par exemple c'est j'augmente mes dégâts sur les attaques physiques. Ok. Bizarre d'ailleurs, la modification là que j'ai faite hier soir n'est pas là, mais ça c'est un détail. Ok, donc compétences, voilà, on les pose sur le plateau. Si jamais on veut en poser une 4ème et qu'on a plus, enfin on a déjà les 3 emplacements de prix, c'est pas grave, on va pouvoir en supprimer une. Hop, 3 types de cartes. Et enfin du coup il nous reste plus que à comprendre comment on utilise ces cartes, enfin surtout comment on se tape dessus. Donc je vais enlever le bouclier de Kika, parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour l'exemple. Tac. Alors, hop. Et on va enlever, bon j'ai enlevé le shroud qu'on voit pas très bien, je vais remettre Gaelis. Donc là par exemple, si je prends la main de Kika, j'ai un blaster en main, j'ai mes 2 points d'action, je choisis de jouer un blaster. Donc j'annonce, je regarde quand même que j'ai la portée, donc 0,4 là comme on a vu tout à l'heure, je suis à portée. Éventuellement je peux attacher des modes puisque c'est une attaque physique, mais je le fais pas puisque j'en ai pas en main. Et j'inflige donc 2 dégâts comme on voit dans le triangle sur Gaelis. De base, pour se défendre, on va toujours avoir le droit de lancer 2 dés. Donc là, hop, je vais en prendre un petit peu par ici, à mon avis je vais en avoir besoin de plus. Donc de base j'ai 2 dés à lancer. Et comme on peut voir sur les dés, il y a soit des faces noires, soit des faces avec une réussite. Chaque réussite va permettre de réduire le nombre de dégâts de 1. Donc là si je lance mes 2 dés, hop, je fais une réussite, un échec, donc sur les 2 dégâts du blaster, je prends 1 point de vie. Donc je descends ma barre de points de vie qui est celle du haut là avec la petite tête de mort au bout. Je perds 1 point de vie. Quand on blesse un joueur, on va gagner de l'ultime, la charge d'ultime. Je vous explique après comment on l'utilise. Donc quand on blesse quelqu'un, on va gagner autant de points d'ultime que le de dégâts infligés. Donc là par exemple Kika a infligé 1 dégât à Gaelis, donc elle gagne 1 point d'ultime. Et en plus de ça vous avez une petite jauge au-dessus qui est découpée par tranche de 5. Si j'ai attaqué quelqu'un qui était au départ avant de perdre ses points de vie dans la zone 3, je vais avoir 3 points bonus. Donc là j'ai fait 1 dégât, plus 3 parce que Gaelis était dans la zone bonus à 3. Elle perd ensuite son point de vie. Si Gaelis avait été dans cette zone là, au lieu de gagner 4 points, j'en aurais gagné 2. 1 pour le dégât et 1 pour la zone bonus ici. Voilà, donc tout simple. Hein, l'intérêt c'est que plus un joueur a de points de vie, plus il y rapporte de l'ultime. Tout simplement, donc ça favorise, on imagine en tout cas, l'équilibrage des différents cibles entre les joueurs. Et donc une fois que le jeton est arrivé au bout de la jauge, on a le droit d'utiliser l'ultime. Alors là on est sur l'ultime de Kika qui permet de désinstaller des cartes et de gagner des ressources en contrepartie, donc plutôt un ultime utilitaire on va dire. On a Horus qui balance une énorme foudre à l'autre bout de la planète, on a Yoshroth qui va plutôt empoisonner, donc ça pareil vous allez découvrir au fil des parties. Et donc voilà. Par exemple, à la place d'utiliser un blaster, Kika décide d'utiliser, alors si elle veut bien venir par là, elle décide d'utiliser un double blaster et en plus elle avait sa compétence expert balistique qu'elle utilise, donc augmente les dégâts sur les attaques physiques. Donc elle attaque avec un double blaster qui fait 3 dégâts 2 fois. Là Gaelis, hop, je vais lui mettre de l'anticipation, elle se dit il vaut peut-être mieux que je choisisse d'avoir un peu plus de dés. Parce que sinon je risque de prendre plus de dégâts, c'est un peu plus dangereux. On peut retourner, alors là sur les jetons d'anticipation on a 2 emplacements jaunes qui sont les emplacements utilisables et un emplacement rouge qui est l'emplacement de réserve. On peut utiliser les 2 emplacements activables pour augmenter à chaque fois les dés de 2. Donc là si par exemple je choisis d'utiliser un jeton, au lieu de lancer mes 2 dés j'aurai 4 dés sur chacune des salves que je vais pouvoir faire. Donc là par exemple j'ai bloqué les 3 premiers dégâts, et sur la deuxième salve, j'en ai bloqué un seul sur les 3. Mais au moins j'ai réussi à avoir plus de défense. On peut donc aller jusqu'à 6 dés avec en utilisant les 2 points les 2 jetons d'anticipation, pardon. Et on peut avoir également, quand on est sur une forêt, un bonus de couvert, on a systématiquement un dé gratuit. Donc là de base, même sans les anticipations, j'en ai 3. Et après je peux éventuellement cumuler.
Au début, alors l'anticipation, important, les jetons sont valables jusqu'au début de mon prochain tour. Si c'est Kika qui m'attaque, Horus peut jouer, Xan peut jouer, Atmos peut jouer, Oyosh peut jouer, j'aurai toujours mon bonus d'actif. Et seulement au début de mon prochain tour, je perds ces jetons-là. Hop. Quand on les perd, si on a un jeton en réserve, il vient prendre la place pour avoir toujours un jeton de disponible et éviter de se retrouver sans défense d'un coup d'un seul. Et donc du coup, je crois que j'ai tout expliqué sur comment ça fonctionne les combats, l'ultime, etc. Seul détail que je vous ai pas expliqué, donc c'est qu'est-ce qui se passe entre chaque manche, pardon. Chacun fait ses petites affaires, on est donc 2 tours, chaque tour, chacun a 2 points d'action, on fait les différentes actions que je viens de décrire. Et au début de chacune des manches, on va avoir donc, là on a toutes les cartes en main, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne hein, dans le vrai jeu. Au début de chacune des manches, on va pouvoir piocher 4 cartes. Hop. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas grave, il en a distribué à tout le monde. Je vais les récupérer après. Donc on a 4 cartes au début de chaque manche. Donc il va falloir faire avec uniquement ces 4 cartes sur les 2 tours. Donc ça c'est important, c'est aussi pour ça que quand on récolte et qu'on récupère des cartes, elles viennent dans la main. Donc on a 2 points d'action au premier tour, on peut avoir des points d'action supplémentaires éventuellement sur certaines cartes, etc. On fait nos points, on dépense nos ressources, chacun fait son tour, on fait un deuxième tour de la même manière, et ensuite on défausse toute notre main, comme dans un deck building classique, tout est dans la défausse. Si jamais, comme d'habitude, hein, pareil, si jamais j'ai besoin de piocher des cartes alors que je n'en ai plus, par exemple, hop, là on va dire j'en ai plus que 2. Bah, hop, je vais faire ça parce que je sais pas pourquoi il a fait ça. Où est-ce qu'il me l'a envoyé? Il me l'a envoyé là-bas, l'autre. Tac. 5 et 2, 7, ok c'est bon. Donc là, si je devais au début de la manche piocher, bah je pioche mes 2 cartes, hop, tac. Et ensuite, je remélange ma défausse pour reformer un nouveau deck et je pioche pour avoir à nouveau 4 cartes. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, donc le premier joueur passe au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le jeton premier joueur permet de compter le premier et le deuxième tour. Et donc le premier joueur change et surtout voilà, on a des cartes zones qui sont présentes. Les cartes zones, le nord, donc là qu'on voit avec le petit N ici, est représenté en haut. Les tuiles en orange sont les tuiles qui vont être retirées définitivement de la partie. Donc si par exemple on suit cet exemple-là, cette tuile-là ainsi que les 2 qui sont là vont être retirées. Si vous étiez dessus, vous perdez 4 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Vous pouvez revenir n'importe où sur le bord du plateau, c'est un petit détail qui peut avoir son avantage, mais ça reste dangereux. Donc faites attention à ça, il faut vraiment rester vigilant sur la zone. On a au dos des cartes le nombre en dessous de l'air, le nombre de cartes qui sont tirées. Donc là au premier tour de l'air 1 on va virer une seule carte, 2 cartes au tour suivant, puis 3, et ça veut dire que l'air 1 sera terminé. Donc là tout le tour que vous voyez en orange, à la fin de la 3e manche, il sera complètement retiré. Donc on arrivera sur la structure qu'on voit sur l'air 2, où il y aura 4 tours en air 2, avec 2 cartes qui sautent à chaque fois, et puis une carte à la fin si jamais on arrive jusqu'à l'air 3, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà, les sponsors vont arriver, comme on disait tout à l'heure, les jetons sécheresse avancent, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais un jeton sécheresse arrive quand une tuile est récoltée. À chaque manche, ils avancent d'un cran, donc ils passent de désert à repousse, pardon, et de repousse à je retire. Et donc la tuile est à nouveau récoltable. Et un événement arrive, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des événements, des cartes événements qui viennent à chaque fois pour mettre le bazar. Donc là, par exemple, les joueurs qui ont le moins de points de vie se seraient soignés de 3 points de vie. Donc des petits événements hasardeux qui viennent voilà, pimenter un petit peu la partie tout simplement. Si bon, lui il veut pas sortir, tant pis, c'est pas grave. Tac. Et enfin, je crois qu'on a tout dit. Alors si évidemment, hein, l'interface, ça c'est du détail, hein, mais l'interface est renouvelée. Si on change d'air, les schémas sont renouvelés et on en met un de plus à chaque air. Et les cartes compétences et guildes, dont je vais parler rapidement après, sont remises tête en haut pour être à nouveau disponibles. Voilà, donc là vous avez une explication globale du jeu.